Bien, bonjour à tous et toutes. Nous allons démarrer. Je suis ravi de vous accueillir aujourd'hui pour ce nouveau webinaire consacré au programme européen Bigood. Nous en sommes à la troisième et avant-dernière étape de cette série qui retrace chaque lundi du mois de mars 6 ans de coopération et d'innovation au service des politiques publiques avec le Conseil départemental du Loiret et avec la métropole d'Orléans. La semaine dernière, nous avons abordé la coopération entre les collectivités et les startups pour faire émerger l'innovation. Pour celles et ceux d'entre vous qui n'auraient pas assisté à ce webinaire, le replay est disponible sur la chaîne YouTube du programme. La semaine dernière, nous avons aussi abordé un sujet qui intéresse beaucoup de monde et beaucoup de collectivités, le partage de données avec différents acteurs et notamment avec un acteur important du numérique, en l'occurrence l'application Waze. En effet, ViaPro et ViaFacile, les deux applications qui ont été développées par la société Nextérité pour le département du Loiret et Orléans Métropole, centralisent des informations sur l'état des routes et le trafic afin de fluiditer les mobilités. Nous les avons détaillées la semaine dernière, nous y reviendrons dans quelques instants pour permettre à tous de prendre la discussion en route. Pour cela, ces applications partagent des données avec de très nombreux acteurs et notamment avec Waze. Cette coopération ne coule pas toujours de source. De nombreuses collectivités ont fait le récit de difficultés. Elles subissent parfois, plus qu'elles ne maîtrisent, les usages induits par l'application aux 17 millions d'utilisateurs en France. D'autres collectivités, au contraire, essayent d'organiser un partage de données dans un sens et dans l'autre, et parfois avec également de l'open data étant au cœur de ce programme Bigood européen qui nous donne l'occasion de ces rencontres hebdomadaires depuis le début du mois de mars. La séquence d'aujourd'hui va nous permettre d'en savoir un peu plus sur les coopérations possibles entre des collectivités et un géant numérique comme Waze. Pour cela, je vais avoir le plaisir d'accueillir 5 invités. Sandrine Eugène, qui est la directrice des infrastructures du département du Loiret, Émeric Séguin, qui est le directeur régional d'Eurovia pour la région Centre-Val de Loire, Edith Nuss, qui est la cofondatrice et la présidente de Nextérité, Vanessa Giorno, qui est la directrice des partenariats pour Waze, et Myriam Limpens, qui est la directrice de la R&D, de la recherche et du développement de la métropole européenne de Lille. Avant de leur laisser la parole, je vous précise que ce webinaire est enregistré pour être diffusé sur la chaîne YouTube du programme. Je vous précise aussi que nous garderons, comme les fois précédentes, une dizaine de minutes en fin de rencontre pour répondre à vos questions. Vous pouvez aussi les poser durant les interventions en utilisant le chat. Je vais passer tout de suite la parole à Sandrine Eugène. Bonjour, vous êtes la directrice des infrastructures du département du Loiret. Vous êtes notamment en charge des services routiers. Près de 200 agents du département interviennent quotidiennement sur les routes. Vous étiez donc au cœur de la réponse qui a été apportée par les deux collectivités ensemble au défi continuité du trafic, un défi qui vise à rassembler des données et à les remettre à disposition à la fois des professionnels et des usagers de la route pour fluidifier le trafic. Je vais commencer par une première question très concrète. Lorsque l'on encadre des équipes qui interviennent sur la route, qu'est-ce que ce projet apporte au quotidien à vos équipes? Oui, bonjour à tous. Alors, sur la direction des infrastructures au département du Loiret, donc effectivement, on a une régie d'exploitation routière pour nos 3600 kilomètres. Et puis, ça consiste aussi à gérer des prestataires et des intervenants extérieurs sur le domaine public routier. Donc, il y a 2 objectifs principaux là dans ce projet. C'est d'une part de donner de l'information à l'usager, de l'informer, de le prévenir, notamment de nos zones de travaux, pour qu'il adapte à la fois son comportement sur la route ou qu'il adapte son itinéraire. Ça, c'est un vrai sujet, puisqu'aujourd'hui, effectivement, les véhicules sont de plus en plus connectés. Sans doute, les usagers sont moins sensibles à la signalisation qui est mise en place, qui demeure un des points très importants sur lesquels on est intransigeant de notre côté avec nos équipes en régie, mais malgré tout, c'est une réalité. C'est-à-dire qu'on va aller plutôt regarder le tableau de bord de son véhicule, plus que peut-être que les informations qui vont se trouver au bord de la route. Et on voit d'ailleurs que l'accidentologie sur les routes départementales, elle est en grande partie liée au comportemental.
Donc pour nous, c'était vraiment important en amont de pouvoir donner de l'information aux usagers sur nos zones de travaux et d'intervention. Deuxième objectif, qui est un des objectifs les plus importants, en tout cas, pour, les élus départementaux et directement, moi en tant que directrice des infrastructures, c'est la sécurité des équipes. Les équipes aujourd'hui, elles sont sur le bord de la route. C'est un métier à risque fort, hein. C'est le plus gros risque en termes de sécurité, pour l'ensemble de nos équipes. Donc effectivement, il faut que l'usager le prenne en compte. Plus il est prévenu en amont, plus il va adapter son comportement. C'est aussi un lien aussi avec les conflits, hein, qu'on peut avoir aujourd'hui. Les usagers sont moins patients. Donc s'ils ont une information préalable qui va leur indiquer, attention zone de travaux, un itinéraire peut-être, fléché, plus rapide ou plus adapté en termes de vitesse et de fluidité, ça va faciliter l'approche des usagers. Donc ça, c'est un vrai plus, hein, sur, nos interventions de pouvoir ça fait partie d'une des modalités, c'est pas la seule modalité, mais avoir une information qui soit de niveau de données en temps réel, parce que ce qui nous importe aussi, c'est que cette information, elle soit, remontée, à l'usager en temps réel. Merci. Peut-être pour enchaîner, donc là, on parle de 2 applications qui ont été développées dans le cadre du programme Oh, BeGood avec une application à l'attention des professionnels dans laquelle ils vont saisir des informations sur leur lieu d'intervention, qu'il s'agisse donc de travaux programmables ou de situations d'urgence. Et puis en même temps, la nécessité, vous l'avez dit, de pouvoir toucher les conducteurs et de pouvoir faire remonter les informations par différents canaux. Donc il y a cette application Via Facile d'un côté, mais il y a aussi d'autres outils qui sont à leur disposition et Waze en particulier. On s'approche de notre sujet du webinaire de ce matin. Mais pour que des informations euh, publiées par des intervenants directement sur la route arrivent jusqu'au conducteur, il y a un certain nombre d'étapes à respecter, à franchir. Et la première d'entre elles, c'est que vos agents qui sont sur la route puissent eux-mêmes saisir de la donnée, ce qui ne faisait absolument pas partie de leur métier il y a quelques années encore. Est-ce que vous pouvez nous parler de cette dimension-là qui, je crois, est importante? Comment est-ce que ces nouvelles pratiques s'intègrent dans les métiers des équipes que vous encadrez? alors on a plusieurs sources, hein. On a, tout ce qui est travaux programmables, donc ça, ce sont effectivement des travaux qu'on va anticiper, hein, d'un mois sur l'autre. On connaît nos travaux et nos déclenchements de prestataires. Donc là, ce sont des données qu'on mettait déjà à disposition sur de la cartographie issue de SIG avec des alertes SMS pour des abonnés, récurrents. Là, l'atout, c'est qu'effectivement, ces données programmables vont être rentrées en amont et remontées directement, dans des outils, comme effectivement via Pro, qui va ensuite communiquer auprès de Waze. Et puis on a, les interventions d'urgence. Là, effectivement, l'enjeu est très fort puisque ça, on n'avait aucun outil qui aujourd'hui nous permettait, de faire remonter ce type d'informations et les interventions d'urgence, ça se fait dans des conditions toujours un peu particulières. Donc c'est vraiment important, et là, l'enjeu sécurité pour les équipes est primordial. Donc c'est effectivement au travers d'une application smartphone, demain aussi tablette dans nos véhicules, qui va permettre effectivement de remonter cette information de façon très ergonomique. On a beaucoup travaillé avec Nextérité, avec des boutons qui soient, très simples, hein, puisque nos équipes, elles sont avant tout là pour intervenir. Il faut que la saisie se fasse de façon très intuitive et très simplifiée. Donc effectivement, le sujet de cette, saisie cartographique, intuitive avec une géolocalisation automatique, très importante pour nous. Ce qui fait qu'au quotidien, l'usage de Via Pro se développe dans les équipes puisqu'ils ont vraiment saisi, l'enjeu, fondamental de pouvoir se signaler auprès de l'usager. Ce qui était important, c'est que la connexion avec Waze se fasse très régulièrement et en temps réel. Parce que, bon, l'usage de Via Pro ou Via Facile est quand même, limité aujourd'hui aux habitants éventuellement du Loiret, mais on voit bien que la connaissance d'un outil comme, Via Facile est plus difficile. On n'a pas la même force de frappe qu'un Waze et donc effectivement, on sait que beaucoup de Wazers sont sur la route et le fait qu'on ait en temps réel, c'était une vraie plus-value pour les équipes et elles y étaient vigilantes, hein, parce que, pour eux, ça ne donnait du sens que si, l'usager était destinataire en temps réel de cette donnée-là. Donc à partir du moment où les flux se sont faits,
très rapidement et de façon très fiable avec Waze, effectivement, là, le sens de l'action pour les équipes s'en est trouvé conforté. Donc en fin de compte, les flux, hein, on va recueillir des flux de Waze, mais on va en envoyer et ça se fait, je crois, toutes les 3-4 minutes. Donc ça, c'est important. On va y Heu, revenir pour comprendre effectivement comment tout cela fonctionne, parce que autant chacune et chacun de celles et ceux parmi toutes les personnes qui participent au webinaire qui utilisent Waze savent comment signaler quelque chose avec leur téléphone. Là, on est sur un usage professionnel, c'est autre chose. On va y revenir dans le détail avec Nextérité dans quelques instants. Merci beaucoup, Madame Eugène. On va maintenant passer à Émeric Seguin, qui est également, en tout cas dont les équipes sont également des utilisatrices de cet outil. Bonjour Émeric Seguin, vous êtes le directeur régional d'Eurovia pour la région Centre-Val de Loire et vous avez collaboré avec Orléans Métropole dans le développement de Via Pro. Et un petit peu la même question avec un point de vue un tout petit peu décalé. Nous étions avec le Loiret, avec les équipes de la collectivité elle-même, partenaire du programme Bigoud. Vous êtes une entreprise parmi d'autres, très certainement, qui intervenait pour le compte des collectivités et on vous a également impliqué dans ce projet. Vos équipes utilisent également l'application de signalement. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu comment et pourquoi cela s'est mis en place? Alors, bonjour à tous. Donc effectivement, entreprise Eurovia, donc un acteur important de la construction sur l'Orléanais. Donc nous avons été sollicités il y a quelques, j'ai envie de dire même 2 ans maintenant, par la métropole d'Orléans pour participer au développement d'une application collaboratrice pour Via Pro, comme Via Pro, pardon. En fait, la genèse de tout ça, c'est qu'on nous a sollicité voilà, dans une réunion. On a souhaité être plutôt acteur que spectateur et participer au développement pour pouvoir avoir un outil qui puisse répondre à notre personnel. C'est-à-dire, à notre personnel, il fallait quelque chose de simple et d'intuitif pour que ça puisse être utilisé par tous. Quand je dis tous, utilisable par les chefs de chantier, mais aussi par un ouvrier, le cas échéant, lorsqu'il y a une urgence ou autre, pour que tout le monde, que cette application puisse être accessible à tout le monde. Ça, c'était très important pour nous, donc on a souhaité participer à cette démarche. Donc, on a affiné son mode de fonctionnement. Et on a arrivé à quelque chose de très intuitif. Je rebondis sur ce qu'il disait Sandrine Eugène, hein, et c'est très bien parce qu'il ne fallait surtout pas décourager les nouveaux utilisateurs. Il fallait que ce soit très facile à prendre en main. Donc, il ne faut pas aussi oublier que nos salariés sont des citoyens, utilisateurs aussi de la route, avec des familles. Et donc, nos ouvriers, enfin nos salariés, pardon, ont tout de suite trouvé l'intérêt de cette application. Alors après, en tant qu'entreprise, nous, il faut savoir que on n'avait pas de photographie à l'instant T de tous nos chantiers. Cette application, puisqu'elle est géolocalisée, nous permet aussi d'avoir une photographie à l'instant T de tous les chantiers sur la métropole, ce qui peut, et donc là on le découvre, on commence à travailler avec, va pouvoir dans un second temps nous permettre d'optimiser les déplacements entre chantiers. On peut imaginer plein de choses, optimiser les temps de transport des salariés, et avec tout ce qui se passe en ce moment, notamment avec les coûts de carburant, ça peut donner des champs d'application très variés. Voilà pour l'application. Merci, c'est extrêmement intéressant. On voit que les données, lorsqu'elles sont d'une manière ou d'une autre mises à disposition, des données publiques par les collectivités, des données d'entreprises agissant pour le compte des collectivités, et bien une fois qu'elles sont mises à disposition, elles peuvent avoir des usages divers. Et là, vous esquissez une autre manière d'utiliser ces données qui n'était sans doute pas prévue au démarrage dans l'esprit des concepteurs du projet. Alors, lors de l'échange préparatoire à ce webinaire, vous avez insisté sur la question de la sécurité des équipes et en notant au passage que le fait d'informer les usagers est effectivement quelque chose qui contribue à la sécurité, mais vous m'avez dit que le fait d'avoir une application entre les mains, de faire du signalement, avait aussi une incidence sur la manière dont vos équipes appréhendent elles-mêmes leur propre sécurité. Est-ce que vous pourriez développer ce point?
Alors, effectivement, donc nous, la sécurité dans notre entreprise, c'est au cœur de toutes nos préoccupations, la sécurité de notre personnel. De la même manière, je rebondis sur ce que disait Madame Eugène tout à l'heure, nos salariés sont sur le bord de la route. On est souvent dans des situations à risque. Donc, cette application permet, d'une part, aux utilisateurs de la route de faire attention à notre personnel, mais effectivement, ça permet aussi pour le chef de chantier qui va prendre possession de son chantier quand il arrive, de se conditionner, de se mettre en situation, de se poser, de réfléchir, de prendre un peu de hauteur sur le moment où il va cliquer, il va réfléchir le chantier, la durée, la distance, les panneaux, à quelle distance, l'endroit où je vais être. Ça permet de prendre un petit peu de hauteur, de mieux anticiper les risques. Et donc, nous, ce qu'on dit, c'est qu'en fait, ça te met dans une situation à risque. Et quand on est dans une situation à risque, on est beaucoup plus vigilant. Voilà. Et moi, je pense que ce recul va permettre de diminuer l'accidentologie. Enfin, en tout cas, je l'espère. Et moi, je vois ça comme une très bonne chose pour nos salariés. Merci. Je crois que ce point est extrêmement important et c'est un message que l'on peut certainement partager avec beaucoup des personnes qui sont ici avec nous aujourd'hui. C'est que lorsque l'on prépare en vérité de la donnée, lorsqu'on se prépare à donner une information, on change aussi sa propre relation à cette information. C'est quelque chose que les nombreuses collectivités territoriales qui sont avec nous ce matin connaissent bien avec l'open data, dont on dit souvent que la préparation des jeux de données pour les diffuser en open data, c'est extrêmement intéressant et important au regard de la loi, au regard de la transparence, mais c'est aussi une manière d'appréhender sa propre activité et de revisiter sa propre activité à l'occasion de la préparation et de la montée en qualité des données. Merci beaucoup. On reviendra à vous tout à l'heure si vous le voulez bien. Nous allons maintenant passer la parole à Edith Nuss. Edith, bonjour. Vous êtes, pour rappel, pour ceux qui n'étaient pas présents lors du précédent webinaire, cofondatrice et présidente de la société Nextérité, l'entreprise qui a conçu pour nos deux collectivités les applications Via Pro et Via Facile dont on vient de parler assez rapidement. Peut-être parce que l'on va rentrer maintenant dans le détail des flux de données, de la circulation des données. Avant toute chose, est-ce que vous pourriez, pour celles et ceux qui n'étaient pas présents les lundis précédents, nous rappeler en quoi consistent les deux applications Via Pro et Via Facile? Oui, bien sûr. Bonjour Jacques et bonjour tout le monde. Nous, ce qu'on fait Nextérité, on exploite des technologies d'intelligence artificielle et d'analyse sémantique au service de la mobilité et de l'action collective. Donc, notre idée, notre principe, c'est que tout le monde a un bout d'information sur ce qui se passe sur un territoire, sur une route, sur une ligne de transport. Et notre objectif, c'est de fusionner tout ça pour que tout le monde puisse avoir une meilleure information en temps réel et partagée par tous, et qui permettent d'agir. Donc, dans le cadre du projet Bigood, on a développé deux produits jumeaux, l'un destiné aux gestionnaires via Pro et l'autre au grand public via Facile. Et le produit final pour les professionnels, donc via Pro, regroupe des informations sur les perturbations qui impactent la mobilité, qui sont issues de plusieurs dizaines de sources. Il y a des sources ouvertes, il y a des sources qui étaient des sources professionnelles. Et quant au produit via Facile, lui, il affiche les données validées sur Via Pro avec un niveau de détail moindre, donc il est plus grand public et il permet aussi du calcul de trajet multimodal. Donc ces deux produits sont en cours de mise en place aussi sur d'autres territoires comme La Réunion, l'ARD-RCE, Le Havre ou Bruxelles. Et Via Pro donc, prend des données et en envoie également, comme par exemple à Waze. Très bien. Alors justement, ces deux applications, vous venez de nous le dire, reposent sur l'intégration de nombreuses données provenant de sources différentes, dont Waze. Et à l'inverse, elles permettent aux utilisateurs de saisir des données qui sont alors remontées vers différents lieux et également vers Waze. Alors, la question qu'on a tous envie de vous poser, vous êtes la dirigeante d'une start-up qui est une petite entreprise, une belle entreprise, mais de taille modeste. Comment est-ce qu'une start-up comme la vôtre interagit avec un opérateur de la taille de Waze? On passera la parole à la représentante de Waze tout à l'heure, mais c'est intéressant d'avoir votre point de vue en tant que start-up. Alors, en tant que start-up, nous n'avons pas vraiment de contact direct avec Waze, puisque quand nous nous connectons via l'accès des collectivités, via la plateforme Waze for Cities. Donc, quand on travaille, par exemple, pour le département du Loiret ou Orléans Métropole, c'est avec leur accès que nous nous connectons avec Waze.
Et lorsque c'est avec une autre collectivité, c'est avec l'accès de cette collectivité. Est-ce que vous pouvez nous détailler un petit peu comment est-ce que ça fonctionne? Alors, pour les données de Waze, quand on récupère ça va dans les deux sens. Pour Waze, on récupère des données de la part de Waze, on les filtre, on les agrège avec plusieurs dizaines d'autres sources. Et quand on pousse des données vers Waze, à la demande par exemple du département du Loiret ou d'Orléans Métropole, on utilise des API de Waze qui sont en général bien documentées, mais les règles de prise en compte par Waze sont, on les connaît de façon finalement un petit peu empirique. Et donc, au fur et à mesure, on les a apprises. Et il y a aussi un apprentissage de la part de la collectivité entre ce qu'ils envoient et ce qui va être vraiment pris par Waze. Parce que parfois, on se dit, tiens, j'ai envoyé telle chose, pourquoi Waze ne l'a pas pris? Parce qu'il y a cet apprentissage que finalement, la collectivité est un Wazer comme un autre. Donc, on a rédigé une documentation pour expliquer ces règles. En tout cas, ce que nous avons compris de ces règles, notamment pour la prise en compte des perturbations linéaires, celles qui sont un peu longues, et la gestion des adresses, puisque Waze a une base de données adresse propre, donc il faut s'adapter, qui n'est pas tout à fait la même que la base d'adresse nationale, par exemple. Alors, c'est très intéressant. Pour rendre les choses concrètes, vous m'expliquiez lors de la préparation de ce webinaire que, par exemple, si les équipes de Madame Eugène au département ou les équipes d'Eurovia dans le cadre d'une mission pour Orléans ou autre indiquaient un chantier sur 2 km de façon statique alors que c'était un chantier mobile, il y avait de fortes chances que l'information ne soit pas prise en compte par Waze, même si elle était saisie dans ViaPro et remontée. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu comment vous avez fait l'apprentissage de ça et comment est-ce que progressivement vous avez accompagné les collectivités pour que les données importantes, parce qu'elles sont certifiées par leur statut d'autorité publique, puissent remonter dans l'application? Oui, tout à fait. En fait, saisir de la donnée, ça prend du temps quand même. Donc, on se dit, bon, moi, je sais quels travaux je vais faire. Je préfère indiquer que j'ai ces travaux sur 2 km pendant quelques jours. Ils sont prévenus que ça sera une zone de travaux. Mais finalement, c'est une logique de gestionnaire qui ne correspond pas forcément à la logique de l'automobiliste, qui lui veut savoir si les travaux sont ici, avec une marge plutôt de 100 mètres, quelque chose comme celle-là. Nous, on voit ce qu'on pousse et on voit aussi ce que Waze garde automatiquement. Donc, on peut assez facilement faire un apprentissage sur ce qui a des chances de marcher, ce qui a des chances de ne pas marcher et surtout aider un peu les utilisateurs professionnels à se rendre compte de l'état d'esprit du conducteur, parce que tout le monde est aussi conducteur à un moment donné, de se dire les travaux, s'ils n'ont pas lieu sur 2 km, eh ben, il ne faut pas les afficher sur 2 km. Finalement, c'est ça le principe. Très bien, c'est extrêmement intéressant parce qu'on pourrait vous rétorquer, oui, mais il y a aussi un principe de précaution, de vérité de l'information qui fait que l'autorité publique, elle, sait que de telle date à telle date, sur telle période, on va pouvoir mettre un signalement, ce que l'on ferait peut-être avec de la signalisation fixe au passage, et ça introduit une différenciation assez intéressante entre ce que peut être la signalétique, les panneaux dont on nous disait tout à l'heure que peut-être chacune et chacun d'entre nous, en tant qu'automobiliste, on y prête peut-être un peu moins attention que c'était le cas dans le passé. Donc, c'est extrêmement intéressant de voir qu'il y a à la fois ces systèmes qui cohabitent et ces modes de raisonnement qui se complètent. Alors, on reviendra vers vous certainement, Edith, dans quelques minutes, mais je vais maintenant passer la parole à Vanessa Giorno. Vous êtes la directrice des partenariats de Waze pour l'Europe et le Moyen-Orient. Alors, votre intervention dans un cadre tel que celui-ci est assez rare, mais vous allez nous expliquer tout cela. Pour fréquenter beaucoup de collectivités territoriales, je sais qu'elles se plaignent parfois de ne pas avoir la possibilité d'entrer en relation directement avec Waze. Et avant toute chose, peut-être pourriez-vous commencer par nous expliquer quel est votre rôle, parce que je crois que vous êtes sur ces fonctions de façon assez récente. Merci Jacques. Bonjour à tous. Déjà, je voulais avant tout vous remercier pour cette invitation parce que ça n'a pas de prix pour moi de pouvoir discuter avec tous les intervenants autour d'une même table, la partie technique, la collectivité locale et puis les différentes potentiellement collectivités intéressées par ces travaux. Donc déjà, merci pour cette invitation. Donc, je suis Vanessa Giorno, comme le disait Jacques, je suis la directrice des partenariats de Waze sur l'Europe.
nouvellement arrivée, effectivement, puisque j'ai rejoint cette fonction en janvier de cette année. Et mon rôle, c'est de faire le lien entre les partenariats publics et privés de Waze, c'est-à-dire notre travail de collaboration avec le secteur public, essentiellement les collectivités locales et territoriales, à travers un programme dont Nexterity a cité le nom, puisqu'il s'appelle Waze for Cities. Donc, et d'ailleurs, il n'a de cities que le nom, parce qu'il n'y a pas que des villes à l'intérieur de ce programme, puisqu'il y a aussi des départements, des régions, des entreprises de travaux, il y a même du secteur privé. Donc, il n'a de cities finalement que le nom, mais il s'agit de faire le lien entre toutes les collectivités qui pourraient avoir besoin de données de circulation et qui pourraient donc bénéficier des données de Waze et dont on pourrait bénéficier également dans l'autre sens de leurs données, puisqu'il s'agit d'une plateforme d'échange de données dans les deux sens, des collectivités vers Waze et de Waze vers les collectivités. Mais ceci dit, je travaille pour Waze déjà depuis de nombreuses années, puisque j'ai rejoint Waze en France en 2015. Et c'est d'ailleurs très intéressant d'avoir vu ce que Waze est devenu entre 2015 et 2022. Je me rappelle quand j'ai rejoint Waze en 2015, on devait avoir autour de 3 millions d'utilisateurs par mois à peu près. Et aujourd'hui, en 2022, la base utilisateur s'étend à 17 millions d'automobilistes qui chaque mois utilisent Waze. Du coup, vous avez un rôle important dans la gestion des mobilités en France. 17 millions d'utilisateurs, c'est, je crois, pas loin de la moitié ou un petit peu moins de la moitié des automobilistes aujourd'hui. On peut imaginer sur certains territoires qu'il y a une voiture sur deux qui se déplace en utilisant votre application. Ça vous donne un poids, un rôle et une responsabilité extrêmement forte. Et on l'a vu avec les intervenants précédents, interagir avec Waze et tenter d'adapter les usages aux politiques publiques locales en matière de mobilité peut s'avérer assez difficile. Est-ce que vous pouvez nous expliquer la manière dont vous structurez vos coopérations avec les territoires, avec les pouvoirs publics? Et puis on parlera dans un second temps de la manière dont tout ça interagit avec également vos utilisateurs, les Wazers, qui ont aussi un rôle tout à fait central dans la construction de votre service. Alors effectivement, avec une emprise sur le territoire aussi importante, avec 17 millions d'utilisateurs qui chaque mois nous utilisent, Waze dispose d'une somme incommensurable de données sur le trafic qui ont une grande valeur pour les territoires et qui ont avant tout une grande valeur aussi de compréhension pour les territoires de ce qui se passe sur les zones qu'ils administrent. Donc notre premier mode, je dirais, de communication avec les territoires, c'est de pouvoir ouvrir le capot de Waze, hein, on pourrait dire ouvrir le coffre de la voiture et de pouvoir, à travers cette plateforme Waze for Cities, de pouvoir mettre à disposition toutes ces données de circulation pour permettre au territoire de comprendre ce qui se passe sur les zones qu'ils administrent, de comprendre le trafic, l'accidentalité, la congestion. Avec cette emprise de 17 millions d'utilisateurs, les données de Waze sont finalement un très bon proxy. Alors évidemment, ce n'est pas le reflet exact de la réalité, tout le monde n'utilise pas Waze aujourd'hui, mais sont un très bon proxy de compréhension du trafic et de la circulation mêlés à d'autres données, à d'autres sources de données, permettent aux collectivités de vraiment comprendre ce qui se passe sur les zones qu'ils administrent. Alors, l'une des questions importantes que l'on a vues à travers les 3 interventions précédentes, c'est de savoir la manière dont les informations qui remontent au Waze sont prises en compte. Et on entend parfois du côté des pouvoirs publics, des collectivités territoriales, une forme de récrimination sur le fait qu'ils auraient des informations à faire remonter vers l'algorithme de Waze pour éviter des circulations à tel ou tel endroit, pour signaler. Là, on a beaucoup parlé de travaux parce que c'est au cœur du programme Bigoud, tel qu'il a été conçu et porté par le Loiret et par Orléans Métropole. Mais on voit bien qu'il y a une petite difficulté, voire une difficulté réelle et parfois des manifestations d'agacement. On a pu le voir dans la presse de temps en temps, de la part d'acteurs publics qui ont des données à faire remonter, dont on pourrait peut-être considérer que parce que ce sont des acteurs publics, elles ont une véracité, une force, voire une forme d'obligation à être prise en compte par un opérateur tel que Waze. Alors, pour bien comprendre quelle place les collectivités territoriales
peuvent occuper au sein de la communauté des Wazers. Est-ce que vous pouvez prendre quelques minutes pour nous expliquer comment fonctionne cette communauté, quelle est, je dirais presque, la philosophie de fonctionnement de l'application, cette communauté qui est en fait très hiérarchisée et les collectivités territoriales trouvent leur place dans cette hiérarchie? Alors, c'est une très bonne question. Avant de répondre à cette question, je voulais d'abord aussi vous dire qu'au même titre que les informations que nous, on a à descendre vers les communautés et les collectivités territoriales, dans l'autre sens, les informations que les collectivités ont à disposition sont aussi primordiales pour Waze. C'est ainsi d'ailleurs que le département du Loiret est devenu, avec la collaboration et les flux d'informations, notamment sur les travaux qu'il nous remonte, est devenu le 6e contributeur parmi tous les partenaires français de Waze for Cities, est devenu le 6e contributeur en nombre d'informations qu'il nous remonte chaque semaine, chaque mois. Pour vous donner un petit chiffre, en moyenne, sur les 3 derniers mois, le département nous remonte 166 reporting ou signalements de travaux sur la route et qui sont vus chaque semaine ils sont vus plus de 8000 fois chaque semaine. Donc, vous dire à quel point on est sur un échange de données. Et alors, évidemment, les travaux seront remontés par les membres de la communauté, parce que, comme vous le disiez, Waze est une application communautaire. Donc, il y aura forcément, à un moment ou un autre, un automobiliste qui va passer devant des travaux et qui va faire le signalement lui-même. Mais le travail qu'on fait avec les villes est un travail primordial d'anticipation de ces signalements-là par rapport à ce que la communauté des utilisateurs, qui sont tous conducteurs, pourrait faire. Ceci étant, les villes ne peuvent pas forcément tout faire sur ce programme Waze for Cities. Elles peuvent nous signaler des travaux et des fermetures de route. Sur tout ce qui est, je dirais, changement du plan de circulation, une route qui change de sens, une vitesse qui est passée de 50 à 30, ou tout ce qui répond à des propriétés d'un tronçon de route, ce sera toujours un travail qui est fait en collaboration avec la communauté des éditeurs de cartes, parce que c'est eux les premiers utilisateurs et les premiers modificateurs de la carte Waze. Je dirais que la carte Waze leur appartient et c'est la spécificité de Waze d'être cet outil communautaire qui est vivant et qui est édité par les gens qui l'utilisent. Et c'est ce qui fait, je dirais aussi même le cercle vertueux de Waze, parce que plus la carte est mise à jour et plus elle est utilisée, et bien plus elle est pertinente. Et donc, on parle aujourd'hui, je pense, d'une collaboration presque tripartite entre Waze, les collectivités locales, mais aussi cette communauté des utilisateurs et des éditeurs de cartes qui sont les premiers réceptacles des informations de la ville, autres que celles automatisées par les partenaires eux-mêmes. Et c'est ce qui garantit d'une certaine façon aussi la véracité des informations, dans le sens où c'est une communauté extrêmement hiérarchisée et un utilisateur de Waze lambda ne pourra pas, s'il utilise Waze depuis 2 jours, ne pourra pas éditer la carte, fermer le périphérique ou un tronçon de route. Et tout ça passe par des niveaux de validation d'éditeurs de cartes plus ou moins hauts dans la hiérarchie. Alors, si je me mets du côté des collectivités publiques, en tirant un peu le fil par rapport aux informations que vous venez de nous donner, je suis un acteur public, une mairie, j'ai un changement de sens de circulation et vous me dites, je ne peux pas remonter l'information directement à Waze. Par contre, il y a une communauté des éditeurs de cartes. C'est qui les éditeurs de cartes et comment est-ce que je peux trouver l'éditeur de cartes qui travaille dans la zone dans laquelle je suis présent? Alors, Vanessa, est-ce que vous nous entendez? Je pense qu'on vous a perdu. J'espère qu'on va retrouver Vanessa Giorno parce que je pense qu'on a été à un moment de la discussion qui intéresse beaucoup les collectivités participantes. J'espère qu'on va la retrouver. En attendant, peut-être nous allons passer à Myriam Limpens de la métropole européenne de Lille. Bonjour Myriam, vous êtes la directrice de la recherche et du développement de la métropole européenne de Lille.
Vous intervenez aujourd'hui comme témoin extérieur. On a entendu le Loiret, un partenaire d'Orléans. Le programme Bigoud s'est développé pendant 6 ans sur ces territoires. Nous allons faire un détour par Lille parce que vous avez expérimenté à Lille une coopération avec Waze depuis 2018, une coopération qui a fait beaucoup parler, qui a souvent été citée en exemple. Alors 2018, c'était il y a 4 ans. Ça va nous permettre peut-être d'en dresser, si ce n'est le bilan, en tout cas de faire un retour d'expérience. Est-ce que vous pourriez d'abord en quelques mots nous raconter en quoi consistait cette coopération? Oui, merci Jacques tout d'abord pour l'invitation et bonjour à toutes et tous. Donc effectivement, la métropole européenne de Lille est en partenariat avec Waze, donc comme vous l'avez indiqué depuis 2017-2018. Alors Waze est un nouvel acteur urbain et du numérique. Donc il a effectivement, donc il y a du plus, il y a du moins et puis il y a des choses qui posent encore question. Alors, sur le plus, et ça a été dit, c'est effectivement un apport de données très riche qui nous a permis d'améliorer notre connaissance du territoire, donc plusieurs cas d'usage, une meilleure gestion du trafic sur des zones aveugles sur lesquelles tout simplement on n'avait ni capteur ni caméra pour nous donner l'état du trafic. Donc ça, c'est assez intéressant et on a des collègues qui ont travaillé avec l'intégration des données Waze dans leur système d'information pour le petit nom Carrosse. On a aussi pu utiliser ces données pour une meilleure connaissance là, plutôt générale de la mobilité sur le temps long. On a des enquêtes de temps long de trafic et les données Waze ont enrichi évidemment ces études. On est aussi là en cours sur l'accidentologie, mieux caractériser les accidents sur le réseau. Donc, ça permet également de compléter d'autres données. Donc, tout ce que je dis là, c'est que Waze, les données Waze ont vraiment permis d'enrichir, je dirais, notre portefeuille, si je peux parler comme ça, de données. Et l'ont vraiment amélioré. On a là la possibilité, bientôt de proposer aux usagers de la route les temps de trajet et les afficher sur les panneaux via les données Waze. Donc, très riche au niveau technique. Ça, c'est évident. Et effectivement, ça a été un bon booster aussi de notre côté pour la stratégie data, puisque les données travaux, par exemple, n'étaient pas forcément publiées en open data avant le partenariat Waze. Le fait que ce partenariat se mette en place, on a partagé du coup les données travaux et des fermetures de voiries via l'open data. Donc, ça a été quand même un booster pour la stratégie data. Après, si je continue, Jacques, un petit peu, je tire le fil. Donc, plutôt de ça, très positif au niveau technique et encore plein de potentiel, on n'a pas de doute. Même si ça a été bien dit par Edith, j'ai trouvé, il faut quand même se mettre dans l'état d'esprit Waze sur les bases de données, sur le langage. Voilà, donc c'est quand même une certaine adaptation technique, mais bon, qui finalement ressemble à d'autres. Là où il y a eu plus peut-être de frustration, c'est qu'on a voulu vraiment faire vivre cette notion de partenariat en se disant « Ok, on est partenaire, alors soyons vraiment partenaires et commençons à travailler avec Waze un peu sur la réflexion globale, l'usage de notre voirie. » Donc, le cas que tout le monde connaît, c'est effectivement les entrées et sorties d'école entre 8h30 et 9h30. C'est une zone évidemment fragile, accidentogène et on ne voudrait pas du report de circulation parce qu'il y a un bouchon sur le périph' et du coup, paf, ça passe sur la… Voilà. Et c'est vrai que là, on s'est confronté à deux points de vue qu'on n'a pas su faire converger, celui du point de vue de l'acteur public et celui de l'intérêt général. Donc, nous, on pense macro, voilà. On pense plan de déplacement. Il y a une intelligence du territoire qui dit ça, c'est une zone résidentielle. Elle n'est pas prévue pour du gros trafic. À côté, il y a un périph'. En plus, sur la métropole, on a ce qu'il faut. Donc, tout va bien. Et voilà, il y a cette intelligence-là et on pense au niveau macro. Et quand on a voulu, on est rentré en discussion très, très bien avec les équipes de Waze, mais malgré tout, c'est des conceptions qui se sont confrontées. Waze nous reportant, et Vanessa, vous pourrez peut-être, on pourra peut-être échanger en me disant, mais nous, c'est l'intérêt utilisateur qu'on prime, et donc c'est comment vous allez aller au plus vite d'un point A à un point B, et finalement, on ne peut pas prendre en compte ça. Alors c'est vrai que nous, on voulait remonter pour revenir sur la communauté Waze, c'était intéressant, cette relation tripartite, cette discussion s'est mise en place, et la communauté était partante, vraiment, pour intégrer ce principe de préserver les zones d'école faisait vraiment consensus.
Il n'y avait pas de… Voilà. Mais par contre, sur le comment, c'est-à-dire de modifier l'algorithme, là, parce qu'on n'était pas tant sur les données que modifier le mode de calcul, et bien là, on arrivait à un plafond de verre ou d'autre, je ne sais pas, mais en tout cas, on n'a pas réussi. Et on voyait bien que là, c'était des écoles de pensée complètement différentes. Et je dirais, pour terminer mon intervention, ce partenariat, il nous pousse un peu les uns et les autres dans nos retranchements. Et c'est vrai que nous, on doit apprendre avec ce nouvel acteur qui est Waze à travailler différemment. Comme vous l'avez dit, Jacques, une métropole ou autre, un département, c'est une autorité. Et il y a ce terme autorité, autoritaire, ou en tout cas très cadré. Et avec des acteurs tels que Waze, c'est des nouveaux modes de collaboration qu'on doit apprendre, travailler en écosystème. Et voilà. Et ça, c'est pas du tout naturel, même s'il y a de la bonne volonté, c'est pas encore du tout naturel dans nos pratiques. Et en face, on attend aussi que les acteurs comprennent les logiques d'intérêt général qui sont les nôtres. Donc, je pense qu'il y a des nouveaux modes de dialogue qu'on n'a pas encore stabilisés, qu'on n'a pas encore trouvés. Je vais citer Isabelle Barraud-Serfati qui travaille sur ces questions et j'ai bien aimé, c'est elle qui parle d'écosystèmes, qu'on doit effectivement travailler un petit peu différemment. Et elle dit « l'acteur public doit apprendre à lâcher prise sans laisser faire ». Donc, c'est une nouvelle forme en fait, de collaboration qu'on doit inventer. Donc, c'est une belle piste, mais aujourd'hui, je vous avouerai que ce n'est pas encore le cas. Merci beaucoup, Myriam. Peut-être une question avant de revenir à Vanessa Giorno qui a pu se reconnecter. Merci. Par rebond sur la question au moment où nous avons été coupés tout à l'heure, je parlais des éditeurs de cartes et vous nous dites à Lille, nous avons pris contact avec les éditeurs de cartes, avec la communauté des Wazers. Mais c'est qui ces gens-là? Comment on les trouve? Il y a des communes là, qui sont avec nous, qui se demandent, mais qui sont ces personnes? Elles existent vraiment? Ce n'est pas un algorithme? C'est des personnes physiques? Vous les avez vues? Vous les avez réunies? Qui sont ces gens-là? Alors oui, Vanessa répondra mieux que moi, mais oui, quand on a lancé cette réflexion, à l'époque c'était Jérôme Marty, c'est ça, voilà, qui était notre contact, il a très vite mis autour de la table le représentant de la communauté. Donc ce sont des gens comme vous et moi qui, alors Vanessa, vous compléterez ou vous modifierez sur leur temps libre, je pense, de façon assez bénévole, voilà, perfectionnent cette carte en changeant les informations si besoin. Et c'est vrai qu'ils sont tout de suite rentrés dans la discussion en disant oui, on est d'accord avec vous, il faut faire quelque chose sur ce report de circulation sur des zones comme ça, où les mamans avec les poussettes le matin, quand elles amènent leur enfant à l'école, ne doivent pas se retrouver avec un flux de véhicules à côté. Ils ont proposé des solutions pour tout vous dire. De placer un élément, voilà, de biaiser le système avec un élément de bug. Eux, ils étaient prêts à faire ça et tout ça, mais ça mettait en défaut en fait l'algorithme. Enfin, c'était un peu du bricolage. Ils étaient tout à fait partants. Donc, on en est resté là avec voilà, mais finalement, pour répondre à votre question, Jacques, ce sont voilà, il y a des personnes tout à fait, j'ai envie de dire, le kidam qui s'investit depuis de nombreuses années. Alors, je crois qu'il y a une conférence, un temps voilà, annuel qui permet de fédérer ces personnes, mais c'est sur eux que se base effectivement la cartographie de Waze. Merci beaucoup, Myriam. Très intéressant. Écoutez, on va repasser la parole à Vanessa Giorno. On a là, effectivement, deux modèles, deux constructions, deux systèmes qui se parlent par de la data, notamment, par beaucoup de données. Alors, votre regard sur ce point qui vient d'être évoqué, et expliquez-nous du point de vue de Waze comment tout ça fonctionne, et puis du coup peut-être la façon, pour reprendre les termes de Myriam, dont les uns et les autres ont peut-être à s'habituer à travailler ensemble, un apprentissage à faire entre deux systèmes, deux légitimités sans doute, et surtout des usages très différents qui parfois sont contradictoires à l'évidence. On parle, c'est intéressant parce que déjà je m'excuse pour le crash d'ordinateur. C'est intéressant parce que Myriam parle d'apprentissage, de travailler ensemble, et je vois que cet apprentissage et cette courbe d'apprentissage est vraiment très très haut dans la courbe d'apprentissage, dans la mesure où vous avez à peu près tout compris à comment fonctionne notre communauté d'éditeurs, effectivement, d'éditeurs bénévoles qui sont des gens exactement comme vous et moi, qui sont des bénévoles, qui sur leur temps participent de façon collaborative à cette carte Waze, qui est un outil, je dirais, à l'image de Wikipédia,
qui est un outil collaboratif qui est fait par les utilisateurs. Donc, si vous avez besoin de rentrer en contact avec les éditeurs de cartes de vos localités, on peut vous mettre en relation avec les bonnes personnes. Concernant comment l'algorithme fonctionne par rapport à des fermetures liées aux écoles, là aussi, vous avez à peu près compris cette école de pensée qui dit Waze, l'algorithme de Waze fonctionne, et c'est un partenaire qui m'a dit ça une fois, j'ai trouvé ça très intéressant comme image, fonctionne comme un régulateur d'eau et les routes sont vues comme des tuyaux. Et s'il y a un tuyau qui est ouvert, l'eau peut passer par le tuyau. Et nous fournissons avec nos données les données de compréhension de où passe l'eau pour que l'autorité régulatrice, la communauté locale, territoriale, puisse prendre des décisions sur comment opérer sur ce tuyau. Et on a vu pas mal de collaborations, qui sont allées jusqu'au point de fermer des accès à des routes d'école, à des rues aux écoles, notamment par exemple, c'est le cas à Paris, la mairie de Paris a mis en place un système avec 169 rues aux écoles, avec des restrictions de fermeture de telle heure à telle heure. Elles ne fonctionnent pas exactement toutes de la même façon, c'est 169 rues, mais elles ont toutes un système de restriction et qu'ils ont mis en place avec la communauté des éditeurs pour que soient reflétées sur la carte les décisions qu'avait pu prendre la mairie concernant la circulation dans ces tronçons à risque. Donc, il faut retenir une chose, si le tuyau existe, Waze, l'algorithme de Waze le prend en compte. En revanche, avec les collectivités, on peut agir sur ce tuyau et faire en sorte de prendre les décisions sur ce tuyau qui seront ensuite reflétées dans la carte Waze. Nos données permettent de prendre ces décisions et ensuite, une fois que ces décisions sont prises par les autorités, elles sont réimpactées, je dirais, sur la carte. J'espère que ça répond à vos questions et à vos interrogations sur les protocoles qu'on peut mettre en place pour mieux travailler ensemble, parce que l'objectif, évidemment, de cette relation tripartite entre Waze, les éditeurs et les collectivités, c'est d'avoir des routes plus sûres, des villes plus durables et surtout plus fluides. Je me permets d'insister un petit peu plus sur cette communauté des Wazers, des éditeurs de cartes. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu combien est-ce qu'il y a de personnes qui sont aujourd'hui dans cette échelle, dans cette hiérarchie, avec un niveau donc de certification, je ne sais pas si c'est le bon terme, mais qui fait que, je caricature peut-être un petit peu, mais je pense qu'il n'est pas tout à fait illégitime d'avoir le sentiment que ces membres de la communauté ont plus de poids, ou on peut avoir le sentiment qu'ils ont plus de poids qu'une autorité publique, ce qui est quand même assez mystérieux, vous en conviendrez, par rapport au mode de fonctionnement habituel de nos institutions habilitées à délivrer des informations à l'attention des usagers. Alors, c'est une communauté extrêmement hiérarchisée qui répond à un principe très simple. Plus on édite la carte, plus on a des niveaux d'édition de la carte. Plus on a d'historique d'édition de cartes avec des éditions fiables et vraies et justes, plus on a la possibilité de monter dans cette hiérarchie. Et c'est ainsi qu'elle fonctionne et c'est ce qui permet aujourd'hui à la carte d'être, aujourd'hui, je pense, le miroir le plus important aujourd'hui de la réalité par rapport aux autres cartes qui sont peut-être un peu moins vivantes. La carte de Waze est une carte vivante grâce à cette communauté et ces différents niveaux permettent je dirais, c'est le meilleur service qui puisse exister dans le sens où c'est un garde-fou par rapport à des mauvaises éditions. Et le simple fait d'utiliser Waze et de mettre un pouce en l'air ou un pouce en haut quand il y a un signalement qui nous apparaît sur la carte, et aussi d'une certaine façon, une façon de contribuer à la carte, parce que quand on pourrait avoir par exemple un signalement de travaux, on reparle de son tronçon par exemple de 2 km, si on signale des travaux très très en amont et que l'utilisateur, donc l'automobiliste, ne les voit pas et voit qu'il peut toujours continuer à avancer, il va de façon intuitive dire « Ah ben non, les travaux ne sont plus là ». Et c'est ces signalements-là
les signalements des gens qui sont au plus près du terrain, puisqu'ils passent devant et qu'ils sont en train de conduire dans cette exacte même zone, qui ont un bénéfice par rapport à une information qui viendrait du haut et qui viendrait d'une collectivité et qui ne serait pas forcément le reflet exact de la réalité de où vraiment les travaux impactent la circulation routière. Merci, c'est très clair. Je vous propose que nous rebondissions maintenant sur quelques questions qui nous ont été posées, notamment à travers un point central du programme européen BIGood, qui est l'open data. La question des données ouvertes, mises à disposition, avec peut-être une première chose, on va rester avec vous, Vanessa, si vous en êtes d'accord. Vous me disiez lors de l'entretien préparatoire à ce webinaire que, contrairement peut-être à ce que pensent les collectivités, ça n'est pas parce que des données sont disponibles sur un portail en open data par rapport à un plan de circulation, par rapport à des informations sur un site donné, par rapport à des travaux ou autres, que Waze va les récupérer. Et on a parfois le sentiment, et puis on incite aussi à la publication de données en open data, bien sûr dans une logique de transparence, mais aussi dans une logique de dire si on les met en open data, elles vont être réutilisées. En l'occurrence, elles pourraient servir à informer les usagers. Il y a d'autres débats par ailleurs qui viseraient à mettre aussi des restrictions sur certaines de ces données qui seraient plus tout à fait en open data ou en open data sous quelques conditions, mais ça n'est pas notre sujet là maintenant. Donc les données, vous nous confirmez bien que les données, les informations mises par une collectivité sur son portail open data n'apportent pas de garantie qu'elles puissent être reprises par Waze. C'est tout à fait juste, Jacques, je vous confirme cela, pour la raison toute simple que Waze on n'a pas d'aspirateur à données qui va chercher les flux de toutes les collectivités sur leur portail open data, et c'est pour ça qu'on a mis en place cette plateforme Waze for Cities pour permettre aux collectivités de construire un flux qui soit intelligible par Waze dans le système dans lequel, avec les spécifications que nous avons en tant que plateforme, et Sandrine l'expliquait très très bien tout à l'heure, et Edith aussi de Nextérité l'expliquait très bien, Waze a sa propre façon de fonctionner, et on a un langage, et on ne peut pas forcément utiliser les données brutes en open data de nos partenaires. Il faut construire les flux de manière à ce que Waze les comprenne et est-ce que les informations puissent apparaître sur la carte et que, in fine, l'utilisateur final, à savoir le conducteur, le riverain ou en tout cas le citoyen, puisse bénéficier de cette information en provenance des collectivités locales. Merci. Alors, ça va poser plein de questions parce qu'il peut y avoir d'autres opérateurs que Waze qui peuvent avoir des protocoles différents, des référentiels différents. Donc, tout ça n'est pas simple. Mais avant d'approfondir peut-être ce point, je voudrais me retourner vers Edith Nuss parce qu'il y a eu une question qui a été posée sur les données qui sont publiées via les applications, via l'application ViaPro. Donc, vous nous avez expliqué par quel mécanisme, via le portail Waze for Cities, ça remonte dans Waze. Mais est-ce que ces données sont également propulsées vers d'autres acteurs ou en tout cas publiées en open data pour être disponibles vers d'autres acteurs qui, eux, aspireraient les données directement? Alors, toutes les données, disons, il y a une API sur ViaPro qui permet à chacun de se connecter. Et ensuite, certaines des données utilisées par ViaPro ne sont pas en open data. Chaque personne qui a publié des données reste propriétaire de ces données. Ensuite, c'est à elle de décider si elle veut les ouvrir ou non. Donc, ça fait qu'on a beaucoup de données open data, mais d'autres ne le sont pas. Merci. Alors, pour rester dans la question de la communauté de l'open data, on va dire cette fois-ci de façon plus large, une question à l'attention de Vanessa Giorno, qui est de savoir si parmi les éditeurs de cartes de Waze, certains travaillent en parallèle sur d'autres supports, et notamment savoir s'il y a des liens entre ce qui peut être produit pour le compte de l'application Waze et la carte communautaire OpenStreetMap. Est-ce que vous avez des... question. C'est une excellente question. Je ne saurais pas vous répondre. Probablement qu'il y a des éditeurs de Waze qui éditent pour plusieurs plateformes communautaires. Je ne sais pas vous répondre vraiment de façon concrète sur combien, comment et quels sont le partage de leur activité entre différentes cartes éditables. Je ne saurais pas vous répondre. Merci. Peut-être pour un
tour de table un petit peu avec les uns et les autres, et puis dans l'attente éventuellement d'autres questions dans le chat, n'hésitez pas. Vous faire part d'une réflexion, d'un échange qui a pu avoir lieu il y a quelques jours avec un certain nombre d'acteurs impliqués aujourd'hui dans ces sujets de mobilité avec la donnée, qui serait de se dire, somme toute, qu'il y a deux logiques qui se confrontent parfois, se complètent à d'autres moments, que l'on retrouve très bien dans les termes des discussions et des témoignages de ce matin. D'un côté, une plateforme numérique qui a une puissance extraordinaire, 17 millions d'utilisateurs, ça n'est pas un hasard. Et on a tous, chacun d'entre nous, certainement des contradictions entre la façon dont on utilise une application comme Waze au quotidien, avec un objectif très clair et très précis qui est de gagner du temps, et de l'autre, une conception de l'intérêt général telle qu'elle a pu être présentée par les uns et les autres tout à l'heure sur la construction des plans de circulation tout particulièrement. Et la question qui se pose peut-être, c'est de savoir s'il y a ou pas une contradiction entre la performance d'un outil qui vise à satisfaire les besoins du plus grand nombre, d'un côté, et de l'autre, la construction de l'intérêt général. Dit autrement, est-ce que la somme des intérêts particuliers à un moment donné ne vient pas télescoper cette dimension d'intérêt général et créant à ce moment-là un nouvel espace, une nouvelle zone de coopération, de partenariat au cœur duquel on trouve la donnée, qui est peut-être un peu le sujet de notre échange. Je ne sais pas si Sandrine au niveau du département, Émeric pour Eurovia, Edith, Myriam, si vous souhaitez rebondir, réagir là-dessus. N'hésitez pas. Il y avait une question pour Lille tout à l'heure dans le fil qui est de dire, alors au final, quelle solution vous avez trouvé concernant les écoles? Parce que je pense que c'est la traduction concrète. Oui, alors on n'est pas les seuls, et ça a été dit également dans le chat. Alors effectivement, et j'entends ce que disait Vanessa, en fait, on ne peut agir qu'au niveau de la carte. C'est finalement, nous, on avait demandé, on était un peu on a tenté le coup de dire, il faut que Waze modifie son algorithme, en fait. C'était ça qu'on disait. Donc, et en fait, on voit bien que non, il faut partir de la carte, c'est-à-dire qu'il faut, du coup, fermer la rue. Donc, voilà, c'est ce que disait Vanessa sur Paris, les 169 rues, la rue des écoles. Donc, Lille, la ville de Lille, Jérôme, mon collègue, me disait qu'elle avait fait ça. Voilà, après, quand on a une intercommunalité, nous, c'est 95 communes, donc c'est les 95 communes qui doivent aussi se mettre en ordre de marche. Donc, c'est un petit peu compliqué. Moi, ce que je peux regretter, ou en tout cas interroger, mais c'est la question dont vous parlez, c'est comment on peut réfléchir, ne pas forcément devoir bricoler, si j'ai envie de dire, pour se contraindre finalement à un fonctionnement d'un algorithme. Là, on doit inventer des systèmes pour répondre à l'algorithme. Cette gestion de l'eau dont vous parliez, Vanessa, c'est une image effectivement. Mais nous, ce qu'on aimerait, c'est que ça soit en amont de cette distribution d'eau qui est la prise en compte des choses. Mais on voit bien que là, c'est deux visions qui voilà. Après, moi, ce que vous dites là, Jacques, me fait penser, on sort quand même d'une crise Covid où l'intérêt général a dépassé les intérêts particuliers. On s'est tous confinés, porter des masques et tout pour l'intérêt général. Et on voit bien. Bon, après, vous parlez à quelqu'un qui s'est investi dans les collectivités territoriales. Autour, je vois Sandrine qui hoche la tête. Bon, voilà, quand généralement on travaille dans les collectivités, c'est que quelque part, ça nous parle. Voilà, donc, je ne vais pas être très objective dans l'autre sens. Donc, je ne vais pas trop utiliser mon temps de parole. Oui, parce qu'inversement, et je crois que c'est pour ça que je parlais aussi de contradictions qui peuvent animer et concerner chacune et chacun d'entre nous, on est bien content de trouver les raccourcis proposés par Waze. Et nous sommes nombreux tous les jours à le faire. Donc, c'est effectivement peut-être là-dessus qu'il y a quelque chose à réfléchir en termes de conduite des politiques publiques. Je ne sais pas, Vanessa, si vous souhaitez réagir à cela, rebondir là-dessus. Je pense reprendre un terme de Myriam qui était tout à l'heure, d'apprendre à travailler en écosystème, parce que je pense que ça pourrait même être la conclusion de ce webinaire, et le fait même que Waze ait investi dans une présence en Europe sur un lien pour parler avec les communautés, je pense est un signe de collaboration et de travail en écosystème pour faire en sorte que
avec cette collaboration et avec cet échange de données, on puisse refléter au mieux l'intérêt général en partant du conducteur aussi, et de faire en sorte que le conducteur et les riverains puissent circuler dans ces villes plus fluides déjà, parce que c'est quand même l'intérêt numéro 1 de Waze, mais avec cet objectif toujours en tête de villes plus sûres, et je dirais même un troisième objectif qui est de plus en plus un sujet de discussion avec les collectivités de façon plus durable, et avec un sujet qu'on a maintenant au cœur de nos préoccupations, qui est de travailler sur les zones à trafic limité et de faire en sorte d'apaiser les villes. Et c'est un sujet de collaboration aujourd'hui entre Waze for Cities et nos différents partenaires. Merci. Je précise, parce qu'on a plusieurs questions en parallèle, que cette problématique globale de coopération au sein de l'écosystème, et en particulier de la place de la donnée dans cette coopération, est un sujet qui préoccupe le législateur à plusieurs titres, le législateur ou des acteurs autorisés. On a une question qui concerne la nouvelle licence mobilité qui a été créée par le GART et l'UTP. On a de l'autre l'application de la loi climat et résilience pour laquelle un article prévoit qu'il y ait des obligations nouvelles de mise en partage, de mise en commun de données liées à la mobilité. Et puis, on a le cadre européen qui est en train d'évoluer. Nous sommes là dans un webinaire organisé au titre d'un programme Interreg, le cadre européen, avec dans la réflexion autour du Data Governance Act, cette notion d'altruisme des données qui pourrait prendre une forme particulière dans les mois qui viennent, en tout cas avant la fin de l'année 2022. Donc la question qui est en débat, et elle dépasse le cas de Waze, c'est de savoir si un certain nombre d'acteurs qui, de par leur activité, ont directement ou indirectement une incidence sur les politiques publiques, peuvent être, doivent être, vont être incités, voire peut-être pour une part contraints de partager différemment de la donnée. En tout cas, c'est un débat qui est aujourd'hui sur la table, et nous savons en particulier qu'il y a un décret d'application de cette loi climat et résilience qui est en préparation. Est-ce que quelqu'un souhaite rebondir, réagir sur ces perspectives d'évolution du cadre juridique qui prolonge notre débat? Moi, je peux réagir pour vous dire que comme par le passé, Waze sera, s'il y a des changements à opérer, sera en conformité avec les nouvelles législations, comme on a pu le faire par le passé quand il s'agit de ne plus indiquer des radars fixes, d'indiquer uniquement des zones de contrôle. C'est encore une fois notre rôle de s'intégrer encore une fois dans un écosystème, et on discute aujourd'hui avec le législateur pour faire en sorte que tout soit dans les règles, mais que les règles soient aussi éditées de manière à ce que les outils comme les nôtres puissent continuer à vivre. Merci beaucoup. Et bien, écoutez, nous allons progressivement glisser vers la fin de cette séquence. Je tiens d'abord à remercier nos intervenants. Je pense que c'est un échange d'une grande densité sur un sujet, et vous êtes nombreux aujourd'hui. Ça montre qu'effectivement, c'est un sujet qui intéresse beaucoup de monde. Le webinaire de lundi prochain clôturera notre série. Il portera sur les enseignements tirés par nos deux collectivités, le département du Loiret et la métropole d'Orléans, sur l'open data dans le cadre de ce programme BeGood. Et nous nous interrogerons sur la valorisation des données en open data. Nous aborderons ainsi l'un des enseignements majeurs du programme Interreg. L'open data génère-t-il directement de la valeur, ou est-ce que les données publiques ne prennent-elles de la valeur que lorsqu'elles sont croisées avec d'autres données, notamment des données privées d'intérêt général? Nous recevrons donc lundi prochain à la même heure, Pascal Tébibel, vice-président d'Orléans Métropole, Olivier Auradou, qui est le directeur général du GIP Equitia, et Simon Chignard, expert reconnu de l'open data. Nous recevrons aussi Marina Aletti et Vanda Turkzi, qui sont les porteuses du projet BeGood pour respectivement le département du Loiret et Orléans Métropole. Il me reste donc à vous remercier, et puisqu'il s'agit presque maintenant d'un feuilleton, je vous donne rendez-vous pour le prochain épisode lundi prochain
à 11 h. Merci à tous. Merci, à bientôt. Merci, Merci, au revoir. Au revoir et merci beaucoup.